premier traité consistant qui décrit vraiment avec beaucoup de précision, c'est quasi photographique, le jeu de cette époque, c'est Ganassi. Ganassi étant le premier, il met un peu tout sous la table, il met tout son savoir en fait. Il analyse tout jusqu'à l'incohérence ou presque jusqu'à l'impossible. Ce qui fait que ce traité est quand même particulièrement ardu. Effectivement, Ganassi transcrit là, de manière exacte ou non, ça c'est à discuter, mais c'est tellement précis qu'on peut penser que son souci est de décrire avec exactitude et aussi avec une relative exhaustivité, une manière de jouer. Et donc là, la période du XVIe siècle est extrêmement importante, forcément, pour comprendre ce qui va suivre après, au début de cette période baroque, au XVIIe siècle. Il se trouve qu'auparavant, au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, on n'a à peu près aucune information sur le jeu instrumental. Et que là, c'est une lumière aveuglante. C'est ce qui est intéressant avec le personnage de Ganassi, parce qu'il grandit dans l'esthétique du XVe siècle, de la fin du XVe siècle. Et il est à une charnière, il est un des maillons qui amène vers une autre esthétique. Ce qui est parvenu jusqu'à nous de manière notée, ce n'est pas la totalité de la musique. Pour la rendre dans toutes ses dimensions et dans toute sa saveur, il faut rajouter des choses qui ne sont pas écrites. Des ornements sur les notes et aussi une série de notes qui mènent d'une note à l'autre. Quand on a ta-da, ta-da-da-da-da-da, voilà. Le geste en fait est beaucoup plus complet que ce qui est noté sur la partition. C'est ça l'art de la diminution. La spécificité de ce traité-là, en fait, consiste à parler de division, non plus simplement des notes en 2, 4, 8, voire 6 ou 12 et 16, qui sont communes à tous les traités, avec des rythmes écrits relativement simples, mais il va utiliser un système de division. Alors, inspiré effectivement d'un système de proportion, on voit le lien de tout son texte avec le néoplatonisme, avec les réflexions des humanistes qui en réfèrent toujours à Boès et à Pythagore. Ce traité-là nous invite à séparer dans une première règle les grandes notes de la polyphonie en 2, mais surtout 4, 8, 16, mais aussi 5, 10, 20, puis 6, 12, 24, voire 7, 14, 28. En fait, moi, ce qui m'a le plus étonné dans ces formules données par Ganassi, c'est finalement, c'est comme s'il nous obligeait à jouer d'une autre manière. Et notamment avec les proportions pour 5 ou les 6 pour 4 ou les 5 pour 4, on perd complètement la verticalité. Le jeu du violoniste est quand même assez vertical avec le tire-pouce. Et quand on fait un 5 pour 4, ben on perd vraiment ça. On a tous nos repères. Et alors déjà, le violon Renaissance avec des grosses cordes de boyaux nous oblige à déjà une évolution dans le jeu, la pratique. Mais en plus, là, ces formules de Ganassi m'ont vraiment fait découvrir un nouveau mode de jeu. À cette époque encore, une restitution artistique, restitution d'un motet, d'une chanson française, était la collaboration entre deux personnes au minimum. Le compositeur qui mettait les grands traits en place, les grandes lignes, et l'interprète qui ajoutait les valeurs les plus courtes, les dynamiques, les affectis, toutes sortes de beautés qui faisaient que la pièce se mettait en couleur. C'est peut-être la seule trace qui nous reste de cette pratique qui, à l'époque, était universelle.
À l'époque, il ne jouait qu'une sorte de musique. Il travaillait 8 heures par jour, la même musique. Donc il y avait un savoir-faire qu'on ne peut retrouver actuellement que chez les grands musiciens de pratiques traditionnelles, que ce soit en Inde, dans la musique, dans l'Europe centrale ou dans le tour méditerranéen, quoi. Voilà. Là, on peut avoir une idée des compétences demandées à ce musicien qui pratique. Donc nous, on essaye de créer les réflexes qu'eux, ils avaient depuis très petits. Donc un des jeux, c'est effectivement cette répétition de formules pour que les doigts apprennent à faire sortir des formules, notamment les formules de Ganassi, sans qu'on les réfléchisse, pour qu'après la tête puisse penser au contour mélodique, ou aux respirations, ou à un engagement émotionnel dans le discours par rapport au texte, par exemple. Le praticien, je pense qu'il a toujours envie quand même de mettre en valeur le mot ou l'affect qu'il va exprimer. Et pour cela, il va utiliser en effet toutes ces formules ornementales, donc entre autres celles décrites par Ganassi. Ce traité nous invite à pousser les murs, pousser les limites de la pratique. D'appeler dans un projet comme ça des praticiens de différentes opinions, de différents instruments, des musicologues spécialistes, l'un de la notation, l'autre de l'histoire, le troisième de l'histoire de l'humanisme, l'un de l'histoire de l'imprimerie, l'autre de l'histoire de l'iconographie, croiser tous ces regards est d'un apport extrêmement enrichissant. C'est une occasion inespérée parce que c'est quand même un sujet qui est quand même encore largement en friche d'une part. Donc toutes les interventions sont en utilisant le même matériau, font des éclairages différents parce que c'est extrêmement riche. Parce que les intervenants qui sont présents dans ce séminaire apportent tous une vision différente d'un traité dans lequel j'ai un peu mis mon nez dans le cadre de mon mémoire. D'un autre côté, c'est évidemment qu'un projet comme ça, si je le menais moi-même avec quelques-uns de mes étudiants, serait beaucoup moins intéressant que dans cette confrontation qu'on peut faire avec des collègues. Chanteur et instrumentiste, quand on arrive à se trouver, c'est parce que justement il y a cet espace-là, il y a le souffle qui continue, et qu'au-delà de la consonne, au-delà d'un point de vue purement technique du mot, il y a l'affect du mot. Il y a justement, ça rejoint la question du texte, qu'est-ce qu'on est en train de raconter ensemble. On a des résidences de travail avec d'autres musiciens, des collègues que William a invités, non pas seulement des souffleurs, donc des flûtistes et des cornettistes, mais aussi des luttes, des viols, des vielles, des claviéristes, pour un peu imaginer quels sons auraient pu sortir de quelqu'un qui travaille avec ce traité comme guide interprétatif. À Lyon, le projet a été très bien préparé avec une équipe de profs et Anne Quentin qui a su diriger tout cela vraiment de manière parfaite. Et les étudiants sont très investis, sont très présents, etc. Donc là, effectivement, je me réjouis d'avoir passé ces 4 jours ici. Et c'est pour ça qu'on voulait faire vraiment un séminaire de 5 jours et pas simplement avoir ça dans nos cours hebdomadaires. C'est un sujet qui méritait vraiment qu'on y consacre un temps fort. Yves Fournier, musicologue de Genève, disait « la musique c'est binarisé », c'est-à-dire qu'on est parti du médiéval avec des systèmes de division qui sont plutôt par 3 et avec des couches de 3 qui s'empilent.
Et petit à petit, tout est devenu en 2. Et ce 2 et ce 2 x 2, ce 2 x 4 s'est imposé comme norme de pratique. On peut le comprendre aussi, que ça correspond aussi à quelque chose de physiologique. Quand un violoniste joue avec son violon, son archet va et vient. L'instrumentiste qui joue d'un instrument avant, quand il articule, il fait télé, 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 c'est un double mouvement de langue. Donc ce binaire est quand même lié à notre morphologie, à notre physiologie. Le battement cardiaque a 2 phases inégales, mais qui sont quand même 2 phases, etc. Donc on peut supposer que cette simplification correspond à un ordinaire de la pratique. Le traité de Ganassi est l'expression d'un raffinement extrême, et le raffinement extrême, l'art, l'artifice, il y a dans le traité le mot artificiosa, la chose artificielle, c'est la nature, c'est quitter le plan naturel et ordinaire. Et ce traité, finalement, est peut-être la marque d'un art extrêmement élaboré. Alors on doit désapprendre certains réflexes effectivement de binarisation, de simplification, mais aussi on doit apprendre à lire des choses qu'on ne lit jamais. Il y a toute une subtilité qui ne s'écrit pas, qu'il nous faut retrouver, et l'ouvrage de Ganassi nous donne beaucoup de pistes par rapport à ça. Voilà. Donc qu'on s'approprie ou non les formules, qu'on les joue en concert ou non, c'est une autre affaire, mais en tout cas qu'on en ait une bonne connaissance, je trouve que c'est l'essence même de la démarche de la musique ancienne.